Oui, bonjour. Je suis là. Ah, ok. J'ai une question à destination notamment de messieurs Tabar et monsieur Burel. Madame Viscard, tout à l'heure, nous a présenté l'enquête Reflet présentant les comportements des touristes sur notre territoire. Je voulais savoir, pour déterminer la politique de notre territoire, est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur les souhaits des résidents sur les questions du développement touristique? Et est-ce qu'il y a eu des enquêtes d'une grande ampleur sur les souhaits des résidents? La réponse honnête, non. Si ce n'est que, bien sûr, on a un conseil d'administration de l'Office de tourisme, et dans ce conseil d'administration de l'Office de tourisme, à une personne près, les représentants de la société, les chefs d'entreprise et bien d'autres, les professionnels du tourisme sont représentés, et nous avons à l'Office du tourisme un suivi permanent à travers les acteurs, mais surtout les receveurs de touristes, mais pas au niveau de la population en général. Y aurait-il une enquête qui pourrait être menée à plus grande échelle, c'est-à-dire qui interroge une plus grande partie de la population? Alors tout de suite, aujourd'hui, j'ai fait un peu mon marché, et j'étais très sensible à la prestation de la recherche de l'université sur le tourisme. Et je proposerai, en accord avec monsieur le recteur, mais très rapidement, au conseil d'administration, de signer une convention avec l'UBS, justement pour aborder l'ensemble de ces problèmes. Merci. Bonjour. Je voudrais juste revenir sur l'importance qu'il y a à faire, et vous l'avez dit tout au long de la journée, entre l'identité et le folklore. Le folklore étant figé, l'identité étant une forme naissante et évolutive. Et en cela, je voudrais dire que c'est de la responsabilité de tous de maintenir cette identité et de faire en sorte que ça ne devienne pas du folklore. Parce qu'effectivement, les touristes, quand ils arrivent, ils folklorisent un petit peu les choses. On le voit à travers tous les festivals. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que chacun utilise l'image de l'identité, l'image des Bretons. On sait tous que sur des boîtes de gâteaux, il y a des images de la Bretagne, des images des sonneurs, des images des gens qui font la culture. Et il ne faut jamais oublier qu'avant de pouvoir utiliser ces images, il faut qu'il y ait ces artistes et il faut que cette culture soit maintenue, entretenue, financée. Oui, j'ai une question pour Madame Petre. Je ne sais pas si ça fait partie de votre domaine de recherche. Vous avez évoqué la déspatialisation de l'espace. Je voulais savoir si vous pouvez nous en parler plus, surtout relativement au tourisme. D'accord, merci. Donc quand on parle de déspatialisation, c'est l'idée d'essayer de proposer, essayer de me positionner correctement avec le micro pour que ça ne fasse pas trop de l'arsène. Donc c'est d'essayer de proposer aux touristes, aux visiteurs de manière plus générale, des lieux qui sont étendus, ou on va dire de délocaliser un certain nombre d'activités qui peuvent être des activités de découverte quand c'est possible. Donc la déspatialisation, par exemple, quand on veut voir du folklore, et j'associerai d'ailleurs pas le mot folklore avec la folklorisation, qui est une mise en scène stratégique de communication. Le folklore existe, a de la valeur et fait partie de notre identité. C'est à rediscuter sur l'idée, mais en tout cas, il y a une différence entre folklore et folklorisation. L'idée de la déspatialisation, c'est que plutôt que de tout proposer au même lieu, et donc de créer forcément des embouteillages humains, des files d'attente, et même si on a du numérique qui va nous permettre d'anticiper, de faire préacheter les billets, d'avoir etc., ce genre de système, c'est que l'intérêt, c'est de proposer, en fait, de délocaliser, si vous voulez, certaines activités. Alors ça, c'est possible dans certains contextes. C'est par exemple des stratégies d'aménagement du territoire. On va essayer d'envisager que le prochain centre d'attraction, musée ou espace scénographique ne va pas être dans un lieu où il y a déjà beaucoup d'activités, mais on va essayer de le délocaliser en pensant justement par rapport à des opportunités de dynamique économique. Le problème, c'est que cette déspatialisation, elle n'est possible
que si on est sur on va dire de l'héritage, du patrimoine immatériel. Deuxièmement, ce n'est possible que si on a de l'espace et s'il n'y a pas un point qui est un point clé que l'on veut voir. Prends l'exemple du pont du Rialto à Venise, il est là où il est, c'est un espace qui est restreint, Dubrovnik est tout petit, là on a des problématiques où on ne peut pas déspatialiser. Mais il y a des situations où on peut essayer de le faire. Donc c'est cette idée-là. Par exemple, à Versailles, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites de manière à anticiper, plutôt que de mettre dès l'entrée, la zone d'achat des billets, etc., de la mettre trop loin, d'essayer de la mettre le plus en avant possible. Dans ces logiques de déspatialisation, il y a aussi au musée du Louvre. Donc tout ça, c'est des lieux qui sont en situation d'hyperfréquentation, hein. On n'est pas dans les problématiques où justement on cherche à avoir de la fréquentation. Mais par exemple, au musée du Louvre, sur le même principe, il n'y a plus de zone où, avec même des tourniquets à l'entrée sous la pyramide, parce que tout simplement, ça fait des embouteillages humains, ça ralentit le rythme. Donc, il n'y a même plus ce genre de processus. Il y a beaucoup de travaux qui sont en lien et qu'on peut voir. Donc, d'une part, quand on est sur des lieux fermés, c'est vraiment le management, la gestion des flux de visiteurs dans les espaces culturels, puisque ce sont des espaces sensibles. Et c'est pour ça que là, il y a beaucoup de choses à retirer en termes d'enseignement. Et quand on est sur des espaces plus naturels, je vous renvoie à tous les travaux qui ont pu être faits par des Américains sur le management des parcs américains, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et entre autres les notions de capacité de charge sociale, et puis aussi, je ne sais plus qui a parlé de ça, on a parlé de la dégradation de l'expérience, puisque quand il y a trop de monde, ça devient dégradé. C'est sympathique d'aller dans un restaurant quand il y a un petit peu de monde, on n'est pas tout seul. Quand il y a trop de monde et que le service se fait attendre, ça devient plus désagréable. Donc il y a des réflexions là-dessus sur la qualité de charge optimale et comment on peut essayer de dévier des flux pour leur permettre de venir quand même, mais au bon moment, c'est-à-dire au moment où normalement il n'y a plus de monde. Au Louvre, je continue, la déspatialisation, elle peut se faire d'un point de vue plus temporel cette fois. C'est-à-dire qu'on va proposer des techniques de yield management. Vous savez, c'est les changements de prix. On n'a pas le droit, comme je vous le disais, dans les musées nationaux, monuments nationaux, de faire de faire des prix différentiels en fonction de la nationalité, etc. On peut faire des discriminations positives sur les jeunes, par exemple, mais pas sur cet élément-là. Donc, ce qui a été proposé, c'est du yield management, c'est-à-dire que visite après 15 heures, moins cher. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'imagine, en allant visiter le Louvre, qu'ils vont arriver à 10 heures et puis qu'ils vont y passer toute la journée. Il faut savoir qu'au bout de 2 heures, on est tous épuisés de piétiner devant même si c'est merveilleux, on finit assez rapidement à la fin de la visite. Donc, l'idée, c'était de proposer du 15 heures. Donc, c'est en fait un tarif différentiel pour que les gens puissent profiter et revenir plus souvent. Donc, il y a cette idée. Mais en plus, il y a ça beaucoup dans les lieux, des happy hours, etc. Oui, j'espère avoir répondu à votre question. C'est sur l'environnement, vous avez évoqué là ce matin la conscience qu'on a tous de la fragilité du territoire, de la protection de l'environnement. Et là, je m'adresse plus au directeur des offices de tourisme, à savoir, ici on est dans un parc naturel régional. Par rapport à l'environnement, on sait que plus on est nombreux, plus l'impact est important. Est-ce que vous travaillez avec le parc ? Comment on peut travailler aussi tous ensemble, nous qui accueillons du monde, pour intervenir, pour être plus responsable, tout ce qu'on en est, sur l'impact qu'on a sur l'environnement, les bâtons. Enfin, il y a plein de petites choses. On a parlé de la pêche à pied ce matin. Donc, sur beaucoup de choses qui font qu'on peut agir. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là ? Merci. Merci beaucoup. Alors en fait, en ce qui concerne ce sujet-là, les offices du tourisme sont directement concernés par le territoire et la protection de ce territoire. Parmi les démarches qui pourraient être menées par les offices, c'est toute la réflexion autour du développement durable, autour de l'environnement. D'ailleurs, on est en train de modifier les règles de classement, en fait, les critères de classement des offices du tourisme, et nous avons intégré ces notions-là, de telle façon que les offices du tourisme aient une véritable réflexion et une véritable action sur ce sujet. L'office du tourisme de Saint-Gervais, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler cet été parce que le maire de Saint-Gervais est intervenu. Il y a une volonté de diminuer le nombre de personnes qui entament l'ascension du Mont Blanc. Et donc ça fait partie effectivement des réflexions qui sont imposées maintenant par une surfréquentation
Et cette surfréquentation impose un certain nombre de règles. Alors on le disait tout à l'heure, et c'était évoqué dans un certain nombre de lieux qui sont des lieux clos, comme le musée du Louvre, et je vous parlais de la Victoire de Samothrace, ou la Joconde, où là on est obligé de réguler aussi, donc au niveau de l'organisation. Mais c'est tout aussi vrai dans un certain nombre de lieux sensibles, forcément très sensibles, que sont les lieux naturels. Et ça imposera peut-être de limiter, la question m'était posée tout à l'heure, de limiter le nombre de visiteurs, de répartir différemment en essayant de désaisonnaliser aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ne puissiez peut-être pas à un moment donné accéder à cet endroit-là, mais pouvoir y accéder à un autre moment dans l'année, parce qu'à ce moment-là, vous aurez une fréquentation moindre et qui permettra de pouvoir y accéder. On est dans ces schémas-là, on est dans ces réflexions-là. Autre réflexion sur laquelle on travaille beaucoup, c'est l'itinérance, c'est-à-dire justement d'essayer de faire en sorte que la découverte du territoire ne se fasse pas forcément avec son véhicule, et surtout pas avec son véhicule, mais que ça se fasse avec d'autres moyens de déplacement, que peuvent être le vélo par exemple, et la politique d'organisation et de mise en place de voies vélo est extrêmement importante en France. Elle est importante aussi en termes de fréquentation, elle est importante en termes de retombées économiques, puisque un visiteur à vélo consomme plus qu'un visiteur lambda. Et on est aussi sur des itinérances, tout ce qui est pédestre, hein, tout ce qui est sentier de randonnée. Là aussi, on fait un véritable travail, mais on pourrait parler du fluvial, on pourrait parler de tout un ensemble d'autres aspects, essayer de découvrir le territoire, comme je le disais tout à l'heure, par d'autres biais, par d'autres voies et par d'autres moyens, mais tout en étant respectueux de ce patrimoine que l'on a. On parle du patrimoine bâti, mais le patrimoine naturel est un patrimoine qui est tout aussi important à préserver. Je veux dire deux mots, madame, permettez-moi, mais votre question, ô combien elle est importante et pertinente, mais elle sort légèrement du cadre de cette réunion, donc je vais vous répondre. Nous, Office du tourisme, aujourd'hui, ici, des maires, beaucoup, dans la salle, des responsables, le président de l'Aglo qui est parti ce matin, la représentation du parc naturel régional, la faculté, quelques exemples flash que je vous donne. Bien entendu, ça a été dit, les maires sont là, nous sommes frappés, Golfe du Morbihan dans son ensemble, des études ont été menées avec l'UBS, qui nous frappe, c'est le problème de l'érosion des pointes. Ceci, bien sûr, a été une préoccupation, des chantiers sont menés, des études sont là, ceci va être fait. D'autres problèmes, dans le Golfe, le PNR s'est engagé, le phénomène de la désarborisation. Là aussi, il y a une réflexion à faire, à mener. Comment, quand, qui, arborisation du niveau du Golfe, avec des dégâts que vous connaissez bien dans le Golfe, c'est les fientes des cormorans, entre autres. Ensuite, Golfe, qualité de l'eau, la conchiculture, etc. Non. Le problème de l'environnement mené par les politiques à l'heure actuelle est extrêmement sérieux sur toute cette préservation du territoire, et gérer la qualité de l'eau et la surveillance des eaux de baignade et le ramassage des déchets, etc., et le respect de la faune et la flore. Merci. Oui, bonjour à tous. Avant tout, merci. Je trouve de grande qualité tous les intervenants qu'il y a pu y avoir. On aurait plein de questions à poser parce que je trouve qu'il y a plein de passerelles possibles entre tous les intervenants. Moi, je voudrais poser une question à M. Viard et en même temps, en rebondissant sur ce qu'a dit M. Kefelec. Moi, je suis partisan aussi du fait que le tourisme ne s'arrête pas à la beauté de son environnement, mais aussi à la beauté de la culture dans laquelle il se développe, et que c'est aussi ce que les gens viennent rechercher. Donc, lorsque M. Kefelec disait que justement, il ne faut pas que ça s'efface, et que c'est le risque, voilà, parce que le breton est bon fils et bonne fille. Et vous disiez tout à l'heure quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, même si j'ai beaucoup apprécié votre intervention, lorsque vous aviez dit qu'il était préférable, sauf si je me suis trompé, hein, mais que finalement le propriétaire de chambre d'hôte soit un Anglais, qu'un local qui n'est qu'à dire « je suis né ici » et l'autre n'est qu'une réponse, c'est lui dire bah, « pas moi ». Je trouvais ça un peu court, puisque je pense que moi, lorsque je voyage, ce que j'aime, c'est trouver quelqu'un qui est originaire du territoire, qui va m'enrichir aussi parce qu'il est. Et je rebondirais sur la présentation de National Geographic. Si je vais en Amazonie découvrir les dernières peuplades de forêt amazonienne, je ne voudrais pas que ce soit un Anglais qui me le présente. Merci. 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 Merci.
Oui, bien sûr. Mais ce que je disais simplement, c'est que les chambres d'hôtes tenues par des Anglais sont un taux de rotation supérieur. C'est l'association des gîtes qui le dit. Donc moi, je vous disais simplement, c'est une information technique. Quand on a travaillé, notamment en Île-de-France, etc., sur les gîtes qui marchent le mieux, etc. C'est une information. Ce n'est pas un jugement de valeur. Mais après, puisqu'il y a la parole là-dessus, moi, je vous trouve défensif. Je vous le dis gentiment, mais je vous trouve défensif. Vous savez, on est dans une période nationaliste où effectivement, il y en a qui n'aiment pas les Arabes, d'autres qui commencent à dire qu'il y a trop de touristes. Il faut faire très attention. Le discours antitouristique, il monte partout. Et souvent parce qu'il n'y a pas de politique. Parce qu'effectivement, à Venise, c'est un scandale qu'il y ait des énormes bateaux. À Barcelone, c'est un scandale qu'on laisse Airbnb prendre que des quartiers entiers et rendre la vie des gens impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique publique. Un des gros problèmes en France, c'est qu'il n'y a pas de politique publique. Alors c'est vrai que localement, on commence à le faire. Mais qu'on veuille faire venir 100 millions de personnes, et qu'on n'ait pas de spécialistes, qu'on n'ait pas de centre de recherche. Il n'y a aucun laboratoire en France, au CNRS ou à l'école d'autres études, qui travaille sur le tourisme. C'est inimaginable. Dans les universités, on a fait un travail souvent plus intéressant. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer une masse de gens et croire que ça va se passer comme ça. Parce qu'on peut après décaler. Prenez le Louvre. Pourquoi il est fermé un jour par semaine? Pourquoi il est fermé la nuit? Pourquoi un investissement où il y a autant d'argent est limité à des horaires quasiment de la fonction publique? En fonction de quel principe? Pourquoi Euro Disney est ouvert tous les jours? On peut déplacer dans le temps, on peut déplacer dans l'espace, et puis les touristes, ils reviennent plusieurs fois. Et notamment les touristes étrangers, la première fois, il y a des choses qu'ils vont vouloir faire. Il faut faire la Tour Eiffel, il faut faire Paris, il faut faire la Savoie, il faut faire la Côte d'Azur. Je vais très vite, mais le problème, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va leur donner le désir, après, d'aller ailleurs. C'est-à-dire que le tourisme, ça se construit, puisque en gros, la plupart des gens qui voyagent, il y a 60 à 70% des Européens, pour prendre que les Européens qui voyagent, ils vont en moyenne voyager pendant 70 ans. Ils vont voyager 500 fois dans leur vie. Donc le problème, c'est comment on construit ces voyages les uns par rapport aux autres. Et on est extrêmement mauvais. Parce qu'effectivement, celui qui allait, je dirais, je sais pas moi, à Paris, voir la Tour Eiffel, il faut qu'on lui donne envie d'aller voir Chartres ou d'aller voir la Bretagne, parce que toutes les régions n'ont pas du tout les mêmes types de clientèle, parce qu'elles ne sont pas inscrites dans le même imaginaire. Et donc tout ça, ça doit se construire. Mais c'est vrai, je vous le dis gentiment, mais je vous trouve un peu défensif, parce qu'on aurait mis une usine d'automobile à Vannes, en créant 15 000 emplois, ça aurait plus changé le territoire que le tourisme. Vous allez dans la France de l'Est, l'industrie a beaucoup plus abîmé les territoires que le tourisme. Après, il y a des lieux comme l'Espagne, où effectivement, on a fait une connerie monstrueuse, il faut dire les choses comme elles sont. On a fait de l'abattage touristique, comme on aurait pu faire autre chose, notamment, mais rappelons-nous pourquoi on l'a fait. On l'a fait parce que ça a servi à lutter contre la fin du franquisme, pour ouvrir la société espagnole. Et effectivement, l'Opus Dei a poussé à cette ouverture pour des raisons politiques. Et du coup, il y a eu des conséquences dramatiques. Et ils essayent, au Baléares, ils ont fait un début de mise. Donc ça veut dire que tout doit se gérer. Mais c'est pareil, une usine d'automobile ou du tourisme. On amène des masses de gens, des transformations, des nouveaux usages. Et soit on sait les réguler, soit on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on détruit le territoire du désir. Parce que quand vous avez fait les Bretons à la pointe du Rhin, c'est vachement bien. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez reculé le parking, vous avez reculé les restaurants pour que les gens doivent aller à pied. Et du coup, d'abord, ça élargit. Et donc, on peut construire. C'est pas de dire il y a trop de touristes. Ça n'a pas de sens dans une démocratie, des choses pareilles. C'est de dire à tel moment, à tel endroit, ou dans telle politique, ou dans telle stratégie, on n'est pas bon. Et donc, pourquoi ne pas réguler l'entrée d'un théâtre aussi? On régule. Dans un match de foot, on vous dit, là, on n'a pas le droit, il y a 10 000 places, il y a 10 000 places. Ça n'a rien de scandaleux. Le Rialto, oui, le Rialto, on ne pourra pas y aller toutes les semaines parce que tout le monde veut voir le Rialto. Effectivement, on aura peut-être un ticket par Internet pendant 3 ans. Mais c'est pareil, si je veux aller à la Comédie Française, je n'ai pas une place, il ne suffit pas que j'arrive, je frappe et je rentre. Donc ça n'a rien de scandaleux, c'est un spectacle. Il y a une gestion du flux. Donc je pense que tout ça, ça se construit. Le tourisme, c'est pareil qu'une autre industrie de ce point de vue-là. Et je vous dis, pensez à ce qui se serait passé si on avait fait de Vannes la cité de l'automobile, comme on a fait de Détroit. Eh bien, la Bretagne ne serait pas dans l'état où elle est. Merci. Permettez-moi juste de vous dire, j'ai du mal à m'exprimer, cher monsieur, parce que d'abord, je travaille dans le tourisme, donc je ne vais pas être contre. Et deux, mon idée n'était pas là. L'idée pour moi était de dire justement simplement que la richesse que l'on a partagée, donc c'est pas, je n'aime pas lorsqu'on confond la défense d'une culture avec du nationalisme. La défense d'une culture, c'est ce qu'on a partagé avec l'autre. Monsieur Kefelec l'a très bien dit, c'est ce qu'on en a partagé avec l'autre. Je préfère un monde où moi, lorsque je voyage, où je veux découvrir une culture, ce que je veux que les gens viennent découvrir lorsqu'ils viennent en Bretagne. Au contraire, on est accueillant, il faut être accueillant, c'est pas le problème. Mais j'ai pas envie d'un monde Ikeaisé ou McDonaldisé, c'est-à-dire où il n'y a rien d'autre qu'un monde uniforme, c'est tout.
Donc, lorsque je vous posais cette question-là, c'est pas le fait, vous aurez pu dire en anglais ou un suédois. Hein, je n'ai pas répondu qu'à vous. Hein. Ne prenez pas la réponse. Non. Mais puisque vous disiez j'étais sur la défensive, je veux juste, vous dire que c'est pas une question comme ça. C'est juste que c'est un ensemble. On a un environnement à protéger, puisque là, on est sur notre territoire qui est le golfe du Morbihan, Morbihan et la Bretagne d'une manière générale, et que je pense qu'on ne peut pas le dissocier d'une culture qui est aussi à protéger et à présenter aux gens qui viennent nous visiter, justement. Bonjour, j'ai une question à destination de Joseph, monsieur Joseph Dezez. Alors c'est vis-à-vis des différents reportages effectués à l'étranger, dans des communautés par exemple. En fait, ma question c'est lorsque ces journalistes vont à la rencontre des communautés, quelle est leur réaction? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des phénomènes d'acculturation, par exemple suite aux différents reportages? Comment réagissent ces communautés face à l'interaction avec une différente culture et voilà. C'est puissant, là, il y en a pour 1 heure. Alors, là, par exemple, si on fait vous parlez de l'Amazonie, là, par exemple. Bon. Alors ça, c'est vrai que c'est des sujets sensibles. C'est des travaux, comme vous le savez, c'est les Européens qui ont tué les Indiens avec la grippe, des tas de maladies comme ça. Donc là, il y a des problèmes éthiques, déontologiques, humains qui se posent. Là, il faudrait que je vous donne, j'ai la revue, je vais vous l'offrir, comme ça vous verrez dans le détail le reportage. En fait, ça a été approché par des photographes de la National Geographic. Ça, c'est des reportages. Je parlais de l'éloge de la lenteur, ça s'est fait sur plusieurs années. On a d'abord été repérer effectivement ces tribus, ces derniers, ils sont 300-400 qui étaient sortis de la forêt et puis qui vont revivre un petit peu ce qu'ils vivaient de manière ancestrale. Voilà. Donc, problème d'acculturation, vous posez un vrai sujet, c'est que notre curiosité nous pousse à dire « Allez, on a vraiment envie de vous montrer, on a envie de le faire ». La National Geographic Society finance des projets comme ça pour que ça se fasse. Ça pose en plus quand même des questions éthiques. C'est vrai que ça me gêne aussi de le dire. Pour moi, c'est plus facile de dire « Allez, on va aller de redécouvrir des sites précolombiens dans le Machu Picchu, on en trouve encore, on ne connaît rien des Incas finalement », que finalement de se dire « Oui, il y a encore des population isolée, est-ce qu'on doit y aller, pas y aller? Je laisse un peu la question ouverte. Oui, ça pose des problèmes d'acculturation. Eux-mêmes ont fait ce pas. Les premiers qui acculturent ces peuples-là, c'est tous les bûcherons, c'est tous les gens justement qui détruisent l'environnement en Amazonie. Ça commence, ça c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler, c'est toute la déforestation, etc. Donc de toute façon, c'est des tribus qui fuient déjà. C'est pas des touristes, c'est des industriels, c'est eux les vrais envahisseurs. Voilà. Bon. J'ai un exemplaire, je vous l'offre avec plaisir. Merci beaucoup. Je voulais poser par contre une question, et je ne sais pas qui pourra y répondre, c'est pourquoi le golfe du Morbihan notamment n'est pas connu en Angleterre? Je vais vous répondre comme un touriste, moi, si je peux me permettre. Ça peut vous paraître bizarre, je connais des coins du Finistère Sud, mais il faut qu'on me dise que c'est le Finistère Sud. Bon. Et dans le golfe du Morbihan, par exemple, je connais l'île aux Moines, mais moi, je connais ce spot-là, mais je ne pense pas à golfe du Morbihan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus précis que ça. Donc c'est peut-être ça qu'on veut dire. Mais il y a des tas de Français dont je fais partie, même si j'aime la géographie, qui ne connaissent pas le golfe du Morbihan. Mais vous allez leur dire l'île aux Moines, ils connaissent. Ou Vannes, ils vont connaître. Ou peut-être même Arzon. Je ferai 2 remarques. Le problème du tourisme, c'est de se voir dans l'œil de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui dit le territoire qu'il voit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous voulez, le problème souvent, c'est qu'on fait des politiques publiques à partir de nos territoires à nous. Par exemple, en Provence, les gens ne vont pas dans les Bouches-du-Rhône, ils vont en Provence. Ce qui n'est pas un territoire, n'existe pas la Provence, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est pas. Alors que le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, il communique sur les Bouches-du-Rhône. Vous ne savez même pas où c'est les Bouches-du-Rhône. Si Arles, c'est dans les Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, c'est dans les Bouches-du-Rhône, Marseille, vous savez, et le milieu marseillais, ça, vous savez que c'est les Bouches-du-Rhône. Mais donc, et d'ailleurs, ça attire, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir le milieu marseillais. Donc, on peut aussi attirer sur le vice, on peut attirer sur le défaut, on n'attire pas que sur la beauté. Donc, je voulais vous dire ça. La deuxième chose, c'est que le tourisme, c'est des chemins très, très longs. Il y a les exodes ruraux qui font qu'on revient là où on était il y a 3, 4, 5 générations. Et puis, il y a l'invention du tourisme au XIXe siècle. C'est vrai qu'au XIXe siècle, on a inventé entre l'Angleterre et la France du Nord, j'allais dire, la Belgique, Basse, tout ça. Là, c'était le nord de la Bretagne. Et là, il y a eu un territoire du premier tourisme. Après, il a été sur la Côte d'Azur, parce qu'effectivement, on a développé ça. Et vous savez que pour faire la Côte d'Azur, on a amené des peintres du Nord.
Parce que dans le sud, il n'y a pas de peintres. Parce qu'historiquement, dans les régions où il fait très beau, il y a beaucoup moins d'artistes, de paysages que dans les autres. Donc on a pris des peintres du Nord pour qu'ils aillent nous peindre la Côte d'Azur jusqu'à la guerre, quand sont arrivés les peintres avant, etc. L'image est construite, si vous voulez. Bon. C'est pour ça que je veux dire ça. C'est des processus de très longue période. C'est pour ça que les Russes, par exemple, quand le mur de Berlin s'est effondré, en Russie, ils avaient gardé l'imaginaire de la Côte d'Azur. Ils n'avaient pas pu venir pendant 70 ans, ça fait presque 2 générations. Mais nous, on avait des bus de Polonais, des bus pourris. Les mecs, ils dormaient sur les ronds-points. Parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent, mais ils s'étaient payés le voyage sur la Côte d'Azur dont leurs parents et leurs grands-parents n'avaient pas pu faire. Parce que, effectivement, à la fin du 19e, la Côte d'Azur, pour les gens de Russie, c'était le haut lieu du tourisme. C'est pour vous dire que c'est des histoires très très longues. Il n'y a pas une foule de touristes, il n'y a pas 1,2 milliard de touristes. Ce ne sont que des petits trajets, des récits, des souvenirs, de la mémoire qu'on transmet. Le rôle des œuvres artistiques est central, le rôle du cinéma est absolument décisif. C'est tous ces chemins du désir. Il ne suffit pas de dire « je suis beau, je suis bon, mon golfe de Morbihan est magnifique ». Vous voyez, le golfe du Morbihan, moi je ne pense pas comme ça. Moi je suis de Lorient par ma grand-mère, et effectivement je vais en vacances à Portivy, j'ai une maison à Guilvinec, donc on ne peut pas dire que je suis complètement absent de la Bretagne. Mais dans ma catégorie mentale, le golfe de Morbihan, je ne me dis jamais je vais dans le golfe de Morbihan. Bon, ce n'est pas comme ça que je pense. Je ne sais pas pourquoi, peut-être mon voisin dit la même chose que moi, mais donc c'est, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas le mot par où je me repère, effectivement. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut écouter ce que disent les autres. Si on veut développer du tourisme intelligent, il faut écouter l'autre. C'est dans l'œil de l'autre qu'on peut construire le désir. Après, on impose des choses. Parce qu'effectivement, on défend notre culture, on défend notre esthétique, etc. Mais en même temps, vous savez, vous avez parlé d'identité, on ne vous a pas répondu. L'identité, d'abord, moi, comme sociologue, pour moi, je parle d'appartenance. Mais ce qui est sûr, c'est que ça change. Je veux dire, ça change. Et c'est vrai, moi qui habite dans le Luberon, bon, j'y suis arrivé petit. Bon, le Luberon, ça a changé, que c'est pas possible. Il reste très très peu d'agriculteurs traditionnels, il en reste, il y a maintenant des nouvelles installations, mais le rôle des artistes est important. On peut penser le Luberon sans penser Giono, sans penser tous ces écrivains. Est-ce qu'on peut penser sans toute l'école des peintres qu'il y a eu à Gordes? Je veux dire, tous ces gens ont changé. Ici, le rôle des peintres, il est extrêmement important dans l'image qu'on a de la Bretagne. Est-ce que ces gens ont peint, ils n'ont pas fait un reportage sur la Bretagne, ils ont créé une nouvelle Bretagne quelque part, qui n'était pas nourrie de leur culture, de la lumière. Ce que vous avez dit sur la lumière était merveilleux, notamment sur la lumière et les marais. Je trouve que c'est une très très belle image. Mais c'est bien parce que, vous savez, le beau est dit par quelqu'un qui a le pouvoir de dire que c'est beau. C'est le rôle des artistes, c'est le rôle des poètes. Et si personne n'a dit que c'est beau, ben c'est pas beau. Parce que le beau, c'est pas un donné, c'est un construit. Nous sommes des êtres de culture. Et la Bretagne, la chance que vous avez, c'est que beaucoup d'artistes, et Yann Kefelec en est un exemple, mais la peinture, je le cite parce qu'effectivement l'école de Pont-Aven, tout ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On peut citer des tas de choses, on peut le dire dans le cinéma. Regardez comment le film sur les ch'tis nous a presque donné envie d'aller à Dunkerque, ou le Baron Noir. Alors que spontanément, on n'allait pas à Dunkerque. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a personne de Dunkerque, mais bon. Vous voyez, c'est comme ça que ça se construit. Donc, soyons aussi ouverts. La Bretagne de demain, elle est dans la tête des créateurs d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est pour ça qu'il faut entendre. Il faut et des créateurs qu'on vous peut-être pas les vôtres. À Marseille, c'est plutôt les jeunes des banlieues nord qui sont en train de créer le nouveau Marseille. Les bobos des quartiers sud, ils disent pas grand-chose, excusez-moi. Donc, c'est ça aussi, la création, c'est dérangement. Et il faut accepter ce dérangement tout en défendant ce qui nous est important. Donc c'est ce mouvement. Ce n'est pas un stock, c'est un flux, la culture. En permanence, un territoire, c'est un désir qui change, etc. Bon, excusez-moi de me lancer là-dessus, mais c'est important de dire ça parce qu'on ne défend pas un stock. Il n'y a pas de stock. Il y a une vie qui se construit. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot d'identité, parce qu'identité, il y a identique. Alors, au niveau de l'individu, c'est vrai, mais au niveau de la société, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est un débat de sociologue. Merci. Moi, je rebondis sur Jean Viard. Je dis juste un mot, puisque vous avez le courage de citer des films qui est un film de grande culture, je suis d'accord, bienvenue chez les Ch'tis. Il y a aussi Camping qui dit beaucoup de choses. Absolument, Camping. Parce que, voilà, et je parle devant un sociologue, voilà. Vous voyez, on peut aimer National Geographic et Camping, ça détend. Mais il y a des très très belles répliques dans le numéro 1, si je peux me permettre. Claude Brasseur, où la deuxième année revient, et vous voyez ce qui s'est passé, parce que moi, je vous ai parlé de l'île de Ré, j'ai vécu toute ma jeunesse, j'ai fait du 4-20, etc. Et un jour, j'avais plus le même emplacement de camping, et j'étais terrifié, mais j'ai vu cette scène dans Camping. Et ce que je veux dire, madame, c'est que moi, mes copains de Grenoble, un jour, on me parlait de Saint-Nolf. J'ai un copain, il me parle de Saint-Nolf, il ne me parle pas de Bretagne. Il va à Saint-Nolf.
Et j'ai des gens qui allaient à l'île aux Moines et l'autre à Belle-Île. Vous voyez, il y a une espèce d'appropriation, comme on s'approprie une place de camping quelque part, où au fond, on veut se faire adopter, c'est nous qui voulons nous faire adopter. C'est comme ça qu'on le vit. Mais on ne dit pas, alors après, il y a des politiques, et je vous suis complètement sur la notion de politique touristique. Est-ce qu'il faut des multi-identités globales du golfe du Morbihan? Je ne suis pas sûr. Ou dire, Arzon, c'est aussi le golfe, ou le golfe, c'est aussi à Arzon, enfin, j'en sais rien. Mais inventer un discours différent. Mais moi, je vais venir à un endroit, je suis casanier, je l'ai dit. Moi, en fait, je vais à l'Esconil aussi, une fois par an. C'est Finistère Sud. Hein. Voilà. Et j'ai un peu de mal, je suis désolé, au Guilvinec. Alors, c'est pas loin. Mais Guilvinec, c'est plus dur. Hein. Voilà. Mais vous imaginez pas, mais parce que vous êtes breton, mais c'est quand même pas loin. Mais un jour, on m'a proposé une maison Guilvinec. Je dis non, moi, je vais à l'Esconil. Donc, vous voyez bien qu'on s'invente des places de camping et on bouge plus. Voilà. Bon, voilà. J'ai une question. D'accord, mais Guilvinec, quand même, c'est vrai que c'est un peu en crise. Hein. J'ai une question qui s'adresserait plutôt à Monsieur Kefelec. En fait, je voyais qu'il était un peu seul. Non, simplement les Bretons. Les Bretons, c'est un peuple de voyageurs. C'est un territoire qui s'est toujours ouvert sur le monde par leurs marins. On trouve des Bretons partout dans le monde, hein, au Chili, à New York. Il y a des amicales de Bretons partout. Comment on peut expliquer aujourd'hui ce piètre résultat à l'international du tourisme breton, quoi? Enfin, moi, je travaille dans le tourisme, j'ai des chambres d'hôtes. Et pour rebondir aussi sur ce que dit M. Viard, ceux qui parlent le mieux du golfe du Morbihan et de la Bretagne, c'est souvent les étrangers. Hein. Ils sont complètement sous le charme. Mais voilà, j'ai été tout à l'heure étonné par ce piètre résultat à l'international. Alors que... En tout cas, vous avez raison de dire que les Bretons sont partout. C'est presque une tarte à la crème ou un kouign-amann de le répéter. L'autre jour, je me baladais au cœur de la Russie. J'arrivais du côté de la ville des Tsars, là, sous la neige, toute une ville tout en bois, absolument extraordinaire. Assez loin, il faut bien dire, de la Bretagne. Et là, flottant sur une isba, je vois le Gwenadu là, sous la neige. Donc, franchement, je ne sais pas si la Bretagne est piteuse à l'international, mais en tout cas, elle est extraordinairement internationale et universelle. Je ne suis pas du tout un spécialiste du tourisme, et je ne sais absolument pas ce que vaut la Bretagne en tant que région touristique à l'international. Mais je sais que tous les étrangers qui sont passés par la Bretagne, étrangers, je fais attention aux mots, hein, celui qui vient de l'arrière, d'une autre région, qui arrive en Bretagne, repart estomaqué par ce qu'il a vu, par ce qu'il a ressenti. Il n'a qu'une hâte, c'est d'y revenir et d'y revenir en famille. Et vraiment, parce que j'ai beaucoup d'amis comme ça d'autres pays que j'ai amenés à la Bretagne et qui maintenant ne peuvent plus s'en passer. Voilà ce que je peux dire de l'international en Bretagne. Quant aux Anglais dans le golfe du Morbihan, moi j'en ai vu plein, j'ai pas très bien compris. En bateau, je vois sans arrêt voilà, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y en a presque plus que de navigateurs, que de voileux français. Oui, bonjour, merci pour cette super journée. Une des choses qu'on n'a pas... Enfin, on a parlé du tourisme et tout, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, moi je trouve, dans notre région, c'est le tourisme qui est très ciblé à certaines périodes de l'année. Voilà. C'est un des problèmes que M. Tabar essaye de résoudre, je sais très bien. Mais voilà, en fait, on a une super région, géniale, mais aussi l'automne et aussi l'hiver, et on est encore là aussi. Et je pense que c'est un des axes de travail qu'il va falloir étudier et qu'il faut voir après. Je pense qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui, hein, mais c'est une des choses auxquelles il faut penser. Et pour M. Kefelec, les non-bretons savent aussi bien accueillir, et je suis ravie d'accueillir mes clients, mais c'est aussi grâce à la vue que j'ai sur le port du Croesti, je pense. Bon, très bien. Et bon, on va peut-être s'arrêter là pour les questions.